sais pas si vous êtes comme moi, mais à la fin de l'année, quand Montréal met ses décorations de Noël, je deviens tout excité. Et s'il y a de la neige en plus, je retombe carrément en enfance. La décoration de Noël la plus répandue est sans doute le sapin. Qu'il soit extérieur, intérieur, naturel, synthétique ou carrément symbolique, c'est la décoration la moins religieuse qui nous rappelle sans doute le plus la fête de Noël. Le premier sapin dont je veux vous parler est à la place Montréal Trust. Il mesure 23 mètres et possède de multiples écrans électroniques interactifs. Ça fait un peu Instagram ou Snapchat. Mais je préférais vraiment le sapin qui était là avant 2012. Il était franchement plus coloré et me rappelait définitivement plus mon enfance. On se dirige maintenant, pas très loin de là, à la place Ville-Marie. Le sapin symbolique, tout en lumière, date de 1966. Avant ça, entre 62 et 66, il y avait un vrai sapin à cet emplacement. Cet arbre mesure 19 mètres et il contient 13 000 lumières de type DEL. Malheureusement, on ne l'a pas installé cette année en 2018 à cause des rénovations de la place Ville-Marie. On arrive maintenant sur la rue Prince-Arthur, là où il y a un village qui porte le nom du sapin dont je veux vous parler. C'est le vilain sapin, qui est en effet tout croche et pas mal laid. Celui qu'on voit depuis 2 ans sur la rue Prince-Arthur est un hommage au fameux vilain sapin de 2016 qui était à la place des festivals et dont on s'est beaucoup moqué. Bon, celui-ci est beaucoup plus petit. Il fait à peu près le tiers de la grandeur de l'autre. En 2018, on l'a nommé le sapin chatouilleux. Bon, j'ai pas trop compris le concept. Je l'ai chatouillé, puis y a rien qui s'est passé. Le dernier que je voulais vous montrer est situé sur la place Vauquelin, à côté de l'hôtel de ville. Comme le vilain sapin, il est naturel, mais disons-le, beaucoup plus majestueux. Il a vraiment fière allure à cet endroit. Silent night, holy night. Tout commence le 24 décembre 1642, alors que les tout premiers colons de Nouvelle-France s'apprêtent à fêter Noël. Or, sur le fleuve Saint-Laurent et sur la petite rivière Saint-Pierre juste à côté, il se forment des embarques de glace. Des embarques qui font monter le niveau de l'eau et qui risquent d'inonder le fort. Alors le fondateur de Montréal, Paul Chomédé de Maisonneuve, décide d'aller planter une petite croix aux portes du fort. Si cette petite croix-là tient encore le lendemain matin, ça veut dire que le fort va avoir été sauvé. Il fait aussi une prière et une promesse à Dieu. Il ira planter une plus grosse croix au sommet du Mont-Royal, si le fort est épargné. Et la nuit de Noël 1642, il y a eu un petit miracle. Donc, les palissades du fort de Ville-Marie ont survécu. Elles n'ont pas été emportées par les flots. Donc, si ça avait été le cas, je pense que j'aurais pas été là pour vous en parler. Et donc, Maisonneuve va tenir sa promesse. Et c'est le 6 janvier 1643, jour de l'Épiphanie, que Maisonneuve et son équipe montent sur le Mont-Royal avec la croix. Bon, cette gravure est sûrement très romancée, parce que je doute fortement que Maisonneuve va monter la croix sur son dos. À l'époque, au mois de janvier, ça devait être très difficile de monter le Mont-Royal. Il n'y avait pas du tout d'escalier comme on a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais que c'est un peu un conte de Noël, l'histoire de la croix.
En même temps, on ne sait pas à quel point Maisonneuve est monté haut sur la montagne, où il était peut-être resté en contrebas. Cette autre peinture montre un prêtre et Maisonneuve faire une espèce de cérémonie sur la croix, peut-être qu'il retournait là pendant l'été de temps en temps. Mais encore une fois, je pense que c'est plus de l'imagination de l'artiste. En 1653, Marguerite Bourgeois arrive à Ville-Marie et elle décide d'aller visiter la croix avec Paul Chomédé de Maisonneuve. Quand ils arrivent en haut, ils voient que la croix a été renversée. Ils accusent évidemment rapidement les Iroquois. Marguerite se charge donc de reconstruire la croix et de l'entourer de pieux pour la protéger. À travers les siècles, la nature a fait son œuvre et la croix originale, ou celle de Marguerite Bourgeois, a depuis longtemps disparu. On ne sait pas exactement où elle avait été plantée. La croix actuelle date de 1924 et c'était l'idée de la Société Saint-Jean-Baptiste. Elle était là pour rendre hommage à celle de Maisonneuve, bien évidemment. Pour la financer, à l'époque, les enfants dans les écoles vendaient des timbres. On amasse ainsi 10 000 $, ce qui était une énorme somme à l'époque. Les travaux pour construire la croix ont commencé le 16 mai 1924, mais la première illumination se fera seulement le 24 décembre 1924, donc ça va faire 100 ans dans quelques jours. La croix compte 240 ampoules, donc 120 de chaque côté. C'est la compagnie Montreal Light and Power qui fournit l'électricité pour la croix gratuitement. Je vous rappelle que c'est la Société Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas très en faveur des Anglais, qui avait créé la croix. Ça aurait été vraiment le fun de venir filmer le soir avec toutes les ampoules illuminées, mais déjà que j'ai eu de la misère à m'orienter sur le Mont-Royal en plein jour, je ne sais pas ce que ça aurait été le soir. La croix fait donc 33 mètres de haut et en temps clair, on peut la voir jusqu'à 80 km de distance. En 1929, la Société Saint-Jean-Baptiste fait don de la croix à la ville. C'est donc maintenant à la ville de s'en occuper et de faire son entretien. À l'époque, on pouvait changer les ampoules, ce qui permettait les changements de couleur. La couleur mauve indique la mort d'un pape, la couleur jaune indique un nouveau couronnement, et la croix est devenue bleue lors des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de 1975. En 1992, on change les ampoules pour faire un système de fibre optique et de lumière d'aile, ce qui permet un changement de couleur beaucoup plus rapide. En 2009, la croix a subi d'importantes rénovations. Elle n'a pas été illuminée pendant plusieurs années. Et la base qu'on lui connaît aujourd'hui en métal date de cette année-là, 2009. Quand on se tient sur le socle de la croix et qu'on regarde d'en haut, la structure me fait beaucoup penser à la Tour Eiffel. Donc, si la croix du Mont-Royal est un fort symbole religieux, je crois pas qu'il faut la modifier ou la changer. C'est un témoin important de l'histoire de Montréal, et ce, depuis ses tout débuts. Aussi, moi je vous conseille fortement d'aller voir le Mont-Royal en hiver. C'est peut-être moins évident qu'en été pour gravir le sommet, mais la vue est vraiment spectaculaire. Et s'il y a un petit peu de neige, c'est très bucolique. C'est une des meilleures façons à Montréal de fêter Noël. Alors voilà ma courte vidéo sur la croix du Mont-Royal. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, un petit don pour le temps des fêtes, c'est toujours chouette. D'ailleurs, pendant le temps des fêtes, je pense pas que je vais faire d'autres vidéos. Donc, si vous ennuyez de moi, allez voir mes vieilles vidéos. Il y en a sûrement plein que vous n'avez pas vues. Donc, joyeux Noël, bonne année et à plus! Alors, on est ici où tout a commencé, dans le Vieux-Montréal. Les premiers magasins sont apparus à la fin du 19e siècle. Ces magasins-là vendaient ce qu'on appelait du dry goods. Qu'est-ce que c'est du dry goods? Bien, surtout du textile et de la fourrure. Des magasins, il y en avait vraiment beaucoup, ils étaient vraiment nombreux, surtout sur la rue Saint-Paul et dans les rues avoisinantes. Alors, on est ici devant le magasin Labbé, anciennement le magasin Morgan. C'est le tout premier grand magasin sur la rue Sainte-Catherine. C'est lui qui a collaboré, entre autres, à déplacer le centre-ville du Vieux-Montréal jusqu'ici. Henry Morgan est un marchand d'origine écossaise qui avait son magasin dans le Vieux-Montréal depuis 1850. C'est seulement en 1891 qu'il décida de bouger son magasin sur la rue Sainte-Catherine.
Et ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, parce que la rue Sainte-Catherine à l'époque était très résidentielle. Mais Morgan n'a pas juste changé son magasin de place, il a adopté un tout nouveau concept qu'il avait vu à Paris en France. Le magasin s'appelait Au Bon Marché, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un department store, ou en français un magasin à rayon. Des magasins qui vendent toutes sortes de marchandises avec un vendeur posté à chacun des rayons. Le concept fut un immense succès, si bien que le magasin fut agrandi à plusieurs reprises. Et il attira aussi plusieurs concurrents qui viennent s'installer dans le même secteur. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. En 1960, alors que Morgan était mort depuis longtemps, le magasin fut vendu à la compagnie L'Abbé Dutson. Mais il a fallu attendre en 1972 avant de voir le nom du magasin et la bannière changer. D'ailleurs, avez-vous remarqué ça, vous autres, que si on prend le M de l'ancien logo de Morgan's et qu'on le tourne, ça ressemble beaucoup au B, au logo de l'Abbé. Je pense pas que c'est un hasard. Le magasin L'Abbé fait encore affaire aujourd'hui, en 2022. Mais encore pour combien de temps, on n'est pas trop sûr. Le prochain magasin dont je vais vous parler est le Scroggies. Ce magasin faisait beaucoup de ventes par catalogue au début des années 1900. D'ailleurs, tous les magasins dont je vais vous parler aujourd'hui faisaient de la vente par catalogue, ce qui permettait de rejoindre la population à l'extérieur de Montréal. Le magasin Scroggies déménagea en 1913 sur Sainte-Catherine, entre Saint-Alexandre et Bleury. C'était à l'époque le plus grand magasin à rayons de tout Montréal. Mais ça ne marchera pas longtemps, parce que Scroggies fut vendu 2 ans plus tard, en 1915. Il était dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'édifice Belgo. On se dirige comme ça vers l'ouest, vers un autre grand magasin. Ici, il y avait le magasin Goodwin. Il a été ouvert en 1909. Mais il n'a pas duré très longtemps. Il a été acheté par la compagnie Eaton en 1925. Timothy Eaton était de Toronto et il avait déjà un magasin ouvert là-bas. Me voilà, et j'adore Noël. Comme pas mal tous les grands magasins à rayons du coin, le Eaton avait à son dernier étage un grand restaurant qui pouvait servir de salle de réception. C'était somptueux. Malheureusement, avec le changement des habitudes de consommation, le Eaton ferma en 1999. Et maintenant, il y a des magasins à la mode à sa place, comme le Uniqlo. On peut pas vraiment parler du Eaton sans parler du Centre Eaton, qui est juste à côté. Au départ, le Centre Eaton s'appelait Les Terrasses. C'était un centre d'achat hyper moderne, collé sur le métro, qui a été ouvert en 1976. Une bonne centaine de belles boutiques près du métro, ça c'est pratique. Dans un décor qui est tout nouveau, les terrasses, mieux à tous les niveaux. En bleu, en vert, orange, rouge, les terrasses, c'est là que ça bouge. Les terrasses, C'est en 1990 que les terrasses ont changé de nom pour le Centre Eaton. Et le centre d'achat s'appelle comme ça encore aujourd'hui, même si le Eaton a fermé il y a plus de 20 ans. On continue notre chemin vers l'ouest et on arrive à un magasin qui s'appelait le Murphy's, qui a été ouvert en 1893. Dès 1904, après plein de problèmes d'organisation, Murphy's vendit à la compagnie Simpson, une autre compagnie qui venait de Toronto.
Les magasins Simpson furent les premiers à subir les changements de consommation et ils fermèrent en 1989. Aujourd'hui, ça a été remplacé en bonne partie par le magasin Simons, un magasin qui vient de Québec. Je sais pas si on peut considérer le Simons comme un magasin à rayon dans la plus pure tradition. Ils ont moins de diversité, ils ne vendent que des vêtements et quelques articles de décoration. Finalement, le dernier magasin dont je veux vous parler est le Ogilvy. James Ogilvy fonda le magasin en 1866, mais c'est vraiment juste en 1912 que son grand magasin sur la rue Sainte-Catherine fut ouvert. Le Ogilvy a ce site particulier. Pendant longtemps, pendant le temps des fêtes, il avait une superbe vitrine avec des beaux toutous animés. On venait de loin pour l'admirer. Disons que les vitrines du Ogilvy de nos jours sont un petit peu plates, hein? On est très loin de la magie de Noël, avec un village rempli de plein de toutous qui font toutes sortes d'activités. D'ailleurs, petit commentaire personnel, je trouve que l'art des vitrines, c'est un art qui se perd. Il me semble qu'avant, c'était ça qui attirait les gens dans les magasins. Ogilvy, c'est quelque chose d'à part. Mais presque tous les magasins avaient des vitrines intéressantes dans le temps de Noël. Bon, je donne quand même mon pouce en l'air à ce sapin de Noël tout en Lego, même si c'est de la pub pour la compagnie Louis Vuitton. Un peu comme le Labbé, depuis les années 80, le Ogilvy, c'est plus un toit qui rassemble plusieurs marques qui ont chacun leur comptoir. Donc ça rejoint un peu le concept de centre d'achat. Un concept qui a vraiment été rendu populaire à la fin des années 70-80 à Montréal. Comme je l'ai déjà dit, je trouve que ces grands magasins, c'est comme le charme d'une autre époque. C'est pour ça que j'aime ça les fréquenter de temps en temps. Avec le temps, ils ont été remplacés par plein de choses, comme des magasins 5, 10, 15, qui avaient le même genre de marchandises, mais beaucoup moins cher. Aussi, on a vu arriver progressivement les centres d'achat, qui sont pas mal le remplaçant de ces grands magasins qui vendaient de tout. Comme vous le savez, les centres d'achat de nos jours en arrachent. Évidemment, c'est beaucoup à cause du commerce électronique. Les gens achètent de plus en plus en ligne. La pandémie les a pas aidés. Mais les centres d'achat font des efforts et ils ont toutes sortes de nouveaux concepts, comme des espèces de nouveaux food courts comme le Time Out qu'il y a au Centre Eaton. Cet endroit est toujours plein, donc c'est pas vrai que le centre-ville est mort.